Eh bien, on peut commencer, je pense. Merci encore de nous avoir rejoints et merci aussi de l'intérêt pour ce sujet et ce questionnement autour de la gestion des données programmes. Pour rien vous cacher, ça fait longtemps qu'avec Mev et Edmond de Carte ONG, on a envie d'amener ce sujet sur la table. On avait déjà, dans un article co-signé avec Edmond il y a 2 ans, constaté cet usage des outils numériques et des systèmes d'information qui devenait une sorte de voie royale pour pas mal d'organisations pour améliorer leur qualité et l'agilité de leurs interventions. Mais dans le même temps, on avait eu une sensation, un risque, on avait perçu un risque en faisant une analyse vraiment très rapide que cette voie royale pouvait aussi devenir un espèce de cache-misère des organisations pour des faiblesses qui en fait se révélaient assez structurelles. Alors il y avait besoin d'aller creuser beaucoup plus loin que ce qu'on avait fait et ils l'ont fait enfin. Et je suis vraiment ravie de donner la parole aujourd'hui à Edmond Var et à Mev de France. Alors, je vais en profiter pour vous partager mon écran, parce que je commence déjà à l'oublier. Donc, Edmond Var et Mev de France sont tous les deux experts gestion de l'information chez Carte ONG, et ils ont publié en septembre 2020 une étude qui s'intitule « Les données programmes, le nouvel Eldorado de la solidarité internationale ». Cette étude, elle s'inscrit dans le cadre d'un programme, comme je vous le disais, financé par l'Agence française de développement, qui vise à appuyer la structuration du milieu associatif français. Donc merci, un grand merci à tous les deux de nous avoir rejoints et d'avoir accepté cette invitation du groupe ERD de partager les résultats de cette étude et d'échanger aussi autour des résultats de cette étude. Alors ma première question pour vous, elle est un peu sous forme de provocation. Moi, j'avais quand même l'impression qu'il y en avait déjà pas mal des publications sur la gestion de l'information. C'est plutôt un sujet dont on entend parler. Pourquoi refaire une étude? Pourquoi une nouvelle publication sur ce sujet? Et je crois que c'est Edmond qui commence. Bonjour à tous, tout d'abord, pardon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui existent sur la gestion des données. Il y a eu beaucoup de ressources. La preuve, c'est que du coup, on a un peu basé notre étude sur quand même une revue bibliographique assez étendue. Par contre, la plupart de ces ressources, elles abordent en fait les enjeux de gestion de données sous une manière, soit on va dire partielle, soit sous un angle très technique, le système d'information géographique ou la protection des données. Et il y a assez peu il y a assez peu de documents qui offrent une vision vraiment un peu plus large des enjeux de la gestion de données, notamment au niveau organisationnel, donc notamment au niveau du niveau des OSC, et qui offrent du coup ce regard d'ensemble. Et du coup, c'est vrai que nous, ça faisait un bout de temps qu'on se disait qu'il y avait un peu cet élément qui nous manquait, mais même pour nous-mêmes en tant qu'organisation spécialisée qui accompagnons d'autres organisations, il y avait un manque pour avoir un peu ces informations rassemblées. Alors c'est vrai que du coup, l'étude, il n'y a pas grand-chose de nouveau en tant que tel, mais il y avait un vrai besoin de mettre en perspective et de clarifier aussi les éléments du débat. Il y a pas mal d'enjeux de terminologie, donc l'étude, elle vise aussi à répondre à ces petits enjeux de terminologie, puis du coup de dresser vraiment un état des lieux comme un peu une première étape sur laquelle on va pouvoir construire de l'amélioration, pouvoir faire éventuellement du plaidoyer en interne ou en externe pour que ces enjeux soient pris de manière plus large. Mais voilà un peu l'idée de départ. Et c'est vrai qu'on s'est lancé dedans un peu sans trop savoir aussi. Ça reste une première pour nous chez Carte ONG, mais les premiers retours qu'on a eus là, depuis la sortie de l'étude en septembre montrent effectivement qu'il y avait un gap, parce qu'on avait quand même pas mal de retours positifs qui nous disaient que oui, effectivement, c'était un élément important et c'était important de mettre tout ça un peu ensemble dans une même étude et de formaliser ces constats que tout le monde peut avoir un peu en tête ici et là. Merci. Alors, je crois que ça vous tenait à cœur à tous les deux pour le coup. Mev, à toi aussi dans le cadre de tes projets. Pourquoi? Je pense que c'est aussi un regard historique qu'il faut avoir sur la question. Donc, on est vraiment dans le cadre d'une révolution numérique depuis 20 ans, en général, et bien entendu pour le secteur de la solidarité internationale en particulier. Et cette place de la gestion de l'information ou la gestion de données, comme on reviendra un petit peu sur ces questions de définition plus tard, est assez importante dans le cadre de cette révolution numérique. Et on peut être assez étonné qu'il n'y ait pas eu d'études spécifiquement sur ce sujet-là qui sortent.
Et on l'explique de notre point de vue par le côté un peu visible du sujet vu de l'extérieur. C'est un sujet qui est toujours un peu caché derrière des grosses initiatives d'innovation, etc. Et donc, la gestion de données elle-même, c'est vraiment quelque chose de très interne à l'organisation. Et en plus, c'est un sujet qui fait peur à beaucoup d'acteurs parce qu'ils le voient comme un sujet très technique, très spécialisé, sur lequel il est difficile pour n'importe quel profil au niveau d'une organisation d'avoir une vraie emprise et donc une vraie maîtrise pour pouvoir en parler dans des termes cohérents et prendre des décisions sur cette base de manière cohérente. Et donc, au-delà de ça, il y a eu très peu d'exemples de mauvaises conséquences d'une mauvaise gestion de données. Donc, quelque part, beaucoup d'organisations trouvent ça difficile d'évaluer l'impact que ça peut avoir, une bonne ou une mauvaise gestion de données. Donc, c'est un peu le sujet sous le tapis qui entraîne derrière un manque de formation, un manque d'outillage des organisations, donc que ce soit sur les concepts de la gestion de données, l'aide au choix des outils, leur utilisation en fonction des activités des organisations de la société civile et bien entendu des enjeux. Et derrière, souvent, c'est un sujet qui s'insère plus dans des projets très ponctuels, des initiatives individuelles, plutôt que vraiment à l'échelle d'une démarche organisationnelle. Donc, pour conclure un peu là-dessus, l'étude, elle est vraiment là pour clarifier à la fois le langage, les termes qui sont utilisés, le contexte dans lequel les OSC, elles interviennent, et aussi commencer à poser un peu les éléments de débat importants pour toutes les parties prenantes, que ce soit les organisations de la société civile, les têtes de réseau, les bailleurs de fonds, les organisations un peu comme les nôtres spécialisées, pour leur donner un petit peu l'analyse de base de la situation pour qu'ensuite elles puissent plus facilement réfléchir aux transitions qu'elles aimeraient opérer sur ces sujets à moyen terme. En parlant de langage, justement, pourquoi avoir parlé de gestion des données programmes? Alors, c'est un terme que je ne connaissais pas forcément. Moi, je connaissais le terme gestion de l'information. Je connaissais suivi, évaluation. Je connaissais pas mal de termes. Mais je vous avoue que ce terme-là, je ne le connaissais pas. Et peut-être avant d'avoir vos explications de pourquoi ce terme et pourquoi ce titre aussi du Nouvel Eldorado, on pensait demander aux participants si vous êtes au clair, vous, sur les termes. Alors, si tout va bien et si je maîtrise Zoom, ce qui n'est pas à 100% le cas, je vous dis déjà, vous devriez voir apparaître sur votre écran un premier sondage. Ah oui, donc j'ai tous mes sondages qui s'affichent. Donc, je vais vous demander de répondre à la première question uniquement. Alors, donc la première question, c'est la distinction. Ça ne marche pas? Non, je vais peut-être mettre fin et on va répondre. Ok, alors attendez. J'essaye une deuxième fois. Alors, est-ce que vous voyez le sondage? Ok, bon, j'abandonne cette idée alors. Alors donc, les participants ont l'air de dire que ça marche, hein, mais qu'on ne peut pas soumettre seulement en répondant à la première question. Ah oui, la première question. Excusez-moi, c'est bon, je vois vos réponses. On parlera de la maîtrise de l'environnement technologique tout à l'heure. Donc, merci beaucoup pour ces réponses. Donc, la première question qu'on voulait vous soumettre, uniquement la première, on reviendra vers les autres ensuite. Donc, la distinction entre les termes suivants est-elle floue pour vous? Alors, la distinction entre gestion de l'information et suivi-évaluation, gestion de l'information et système d'information, gestion de l'info et TIC pour le développement, donc technologie de l'information et de la communication pour le développement. La différence avec la gestion des connaissances, où vous êtes complètement au point sur toutes ces définitions et il n'y a aucun secret pour vous. Alors, je prends encore quelques réponses.
Je vais vous montrer les résultats. Vous avez encore, disons, 5 secondes pour participer à ce premier sondage. OK. Alors, je vais vous montrer les résultats. Donc, je vous invite juste à regarder la première question. Je vous relancerai la question 2 tout à l'heure. Donc, alors, c'est pas très clair, notamment sur la différence avec la gestion des connaissances, le suivi, évaluation et le TIC pour le développement également. Mais Vénemont, pourquoi nous avoir encore ajouté un autre terme que la gestion de l'information? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous éclairer un peu sur ces différents concepts? Alors, il y a différentes raisons pour lesquelles on a décidé de ne pas rester sur la dimension gestion de l'information ou information management en anglais. Donc, c'est vrai que c'est le terme un peu historique qui est connu dans le secteur, ou un peu plus côté humanitaire que côté développement, mais ça reste un petit peu le terme depuis quelques années qui est le mieux connu. Mais il prête énormément à confusion. C'est un mot valise. Donc déjà, là, comme vous voyez à l'écran, il y a cette question de la distinction entre données, information et connaissances. Et d'ailleurs, j'ai plus le pôle à l'écran, mais cette idée de la distinction information et connaissance, vous avez un petit peu heurté. Ah, merci. Donc, concrètement, cette différence données, information, connaissance, on est vraiment sur un peu un niveau dans la chaîne de connaissances qui est différent. Donc, la donnée, c'est vraiment plus des faits. L'information, on construit sur ces faits en les contextualisant. Et la connaissance, c'est ce qu'on construit à partir de cette information contextualisée pour derrière faire quelque chose de plus large en termes d'apprentissage au niveau d'une organisation. Et en fait, donc il y a déjà ce premier niveau de confusion, donc je reviendrai dessus. Mais ce qui nous gênait le plus, en fait, dans le terme gestion de l'information, c'était que information, c'est un peu chapeau sur beaucoup de sujets, beaucoup de types d'informations au sein d'une organisation. Et dans les entretiens, par exemple, qu'on menait dans le cadre de l'étude, en fait, il y a plusieurs organisations, donc peut-être plus les organisations de développement et des organisations de plus petite taille proportionnellement, mais il y en avait beaucoup qui mettaient aussi dans l'information, que ce soit tout ce qui est données contractuelles, financières, logistiques, RH des structures, ce qui forcément est très très différent en termes de gestion de processus que nous, ce qu'on a appelé dans l'étude la gestion des données programmes, parce que c'est quand même un terme qu'on a démarré dans le cadre de l'étude. Donc, c'était vraiment très important pour nous, surtout d'avoir cette notion de programme, vu les distinctions. On pourra en reparler si ça vous intéresse, très fortes en termes de process qu'il peut y avoir, en termes aussi de système d'information qu'il peut y avoir derrière. Donc, on est vraiment venu sur ce nouveau terme, non pas pour éliminer la gestion de l'information qui reste le terme le plus connu et qui continuera à être utilisé, mais au moins pour préciser un petit peu ce que nous, on voulait dire quand on parle de information management, de gestion de données programmes ou de gestion de connaissances. Donc, on utilise un petit peu les trois termes dans l'étude de la même manière, mais cette notion de programme est très importante. On ne va pas révolutionner le secteur, vous allez pouvoir continuer à utiliser le terme que vous préférez, mais au moins, vous savez qu'on parle que de données programmes et que gestion de données et gestion de l'information, c'est quelque chose d'assez similaire pour nous. On a vu un petit peu ce que c'était que la gestion de données programmes, mais un des travaux les plus importants qu'on a eu à faire, ça a été de travailler qu'est-ce que ça n'est pas. Et c'est un peu là que ça rejoint les résultats du sondage que Lisa a affiché à l'écran. Et une des difficultés qu'on a eues, c'est vraiment d'expliquer, on a déjà parlé de la différence un peu avec la gestion des connaissances, mais aussi la distinction entre gestion de l'information et ce qu'on appelle les systèmes d'information, ou d'ailleurs les infrastructures informatiques. Donc vous voyez au niveau du visuel aussi à l'écran, donc on a vraiment cette notion de système d'information qui en fait, vous avez l'IAM qui s'intègre
dans les systèmes d'information de l'organisation, mais ce n'est pas la même chose. Et souvent, les approches plus tournées système d'information vont être beaucoup plus organisées à l'échelle du siège d'une organisation, en mode un peu top-down. On va vraiment mettre en place, comme d'ailleurs pour les autres types de systèmes, donc on parlait tout à l'heure des aspects RH, finance, contractuels. Donc il y a un peu cette démarche où on est sur des outils déjà bien identifiés, bien utilisés depuis quelques années, voire décennies. Et la gestion de l'information, elle, est un petit peu à part, avec souvent des approches plus bottom-up, avec des initiatives qui sont plus ponctuelles, une structuration qui est un petit peu moins importante, une flexibilité qui a besoin d'être gardée, aussi une durée de projet, enfin une durée de gestion de données qui n'est pas forcément la même en fonction des différents types de systèmes d'information. Donc, c'était important pour nous de vraiment distinguer ça, parce que c'est un des raccourcis qui est fait le plus fréquemment, souvent par les dirigeants d'ailleurs, de mélanger un peu les systèmes d'information et la gestion de l'information. Également le lien avec les infrastructures informatiques où, grosso modo, la gestion de données s'appuie sur les structures informatiques qui ont besoin forcément d'être un minimum adaptées aussi aux contraintes que peut avoir la gestion de l'information, donc souvent des contraintes de terrain assez fortes. Et ensuite, les deux derniers liens qu'on aimerait expliquer, c'est le lien avec le suivi-évaluation. Donc, on peut dire qu'il y a un petit peu la même finalité entre la gestion de l'information et le suivi-évaluation, mais derrière différentes manières de l'atteindre. Donc, on est vraiment au niveau du suivi-évaluation, un soutien méthodo nécessaire à la mesure continue et ad hoc des changements auxquels les programmes doivent contribuer. Et la gestion de données ou la gestion de l'information, elle va se concentrer vraiment sur l'organisation des processus de traitement des données associées. Donc, c'est vraiment deux aspects assez différents, même si, encore une fois, ils ont la même vocation. Et finalement, et là, c'est quelque chose qu'on ressent vraiment aussi entre l'humanitaire et le développement, la distinction entre la gestion de l'information et ce qu'on appelle les TIC for Development, ou les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour le développement. Là, on est vraiment sur... faut vraiment penser gestion de l'information comme des processus internes tournés vers les projets humanitaires et de développement pour en améliorer la qualité. On reviendra, je pense, sur ces questions après. Mais c'est vraiment quelque chose d'interne, alors que tout ce qui va être plus nouvelles technologies de l'information et de la communication pour le développement, comme c'est souvent appelé, on va être beaucoup plus sur de l'externe, donc de l'interaction directe avec les bénéficiaires, de la remontée d'informations directe des bénéficiaires, ou des fois ça peut être, par exemple, si vous travaillez avec du personnel médical ou autre, ça va être les outils que le personnel médical lui-même va pouvoir utiliser pour remonter de l'information sur des processus métiers très structurés et dédiés, alors que la gestion de l'information, ça va souvent être beaucoup plus transverse et générique comme type d'approche. Merci. Merci beaucoup. Alors, il y a une question d'une participante sur la différence entre gestion des données programmes et gestion des données opérationnelles. Alors, j'en profite peut-être sauf si Mev, tu veux répondre, je peux aussi donner la parole à Edmond qui devait prendre la suite. Pourquoi ne pas avoir parlé de données opérationnelles, Edmond? La distinction, pour nous, elle est assez peu importante. Je pense qu'on peut utiliser les termes de manière indistincte. Je pense qu'il y a pas mal aussi un vocabulaire un peu humanitaire versus développement. On parle plus d'opérations, je pense, humanitaires, etc. dans l'humanitaire. Mais voilà, pour nous, les deux termes sont connexes. Il n'y a pas d'enjeu de choix là-dessus. Je pense qu'on peut facilement les intervertir. Après, l'enjeu, de toute façon, de ces définitions, c'est de la manière dont les organisations vont se les approprier. Donc derrière, pour nous, il n'y a pas l'idée de mettre un tampon sur une définition, mais c'est vraiment de démontrer qu'il y a un périmètre un peu précis sur lequel il y a un enjeu de développer de compétences et de maîtriser des enjeux. C'est un peu ça l'idée derrière cette précision de la définition. J'espère avoir répondu à la question, hein, n'hésitez pas s'il faut compléter.
Du coup, en lien avec ça, notre idée a été de reposer une définition. On n'a pas rien du tout inventé à la roue. On a pris une du YASC qui existait, qui était très bien. Elle repose en fait la gestion de l'information dans le cadre d'un cycle de gestion de données assez classique, en reprenant les étapes clés de la collecte, du traitement, jusqu'à l'analyse, diffusion et suppression, à une vocation de la rendre au service des opérations. Donc voilà, au service du suivi d'évaluation, au service de la prise de décision, au service de la redevabilité. Donc cette définition, elle existait déjà, elle nous convenait bien, elle marchait bien. Là, on a essayé peut-être d'aller un peu plus loin, c'est effectivement de décomposer en fait cette définition en des éléments, différents composants, parce que souvent, on a tendance à que la gestion de l'information se concentre uniquement sur les équipements. Alors, on va utiliser des smartphones, des tablettes et des outils, donc des logiciels. C'est souvent cette partie-là qu'on voit, la partie technique, et on oublie aussi bien souvent qu'en fait, il y a plein d'autres éléments dessous. Évidemment, la gestion de l'information s'appuie sur des questions méthodologiques, donc ça demande des compétences méthodologiques et pas que techniques. Ça demande de mettre en place des processus pour pouvoir gérer ces flux de données, donc des processus qui vont devoir se traduire généralement en procédures, on va parler au niveau organisationnel global. Il vise aussi, alors ça c'est quelque chose qui est peut-être plus connu, à produire des produits. Donc on va parler de produits de gestion de l'information. Une carte, une base de données, un tableau de bord peut être considéré comme des produits. Et donc justement c'est là où un peu la gestion de l'information va s'arrêter, c'est qu'elle vise à faire ces produits-là, et après ces produits-là de gestion de l'information vont pouvoir s'inscrire dans une gestion des connaissances. Donc voilà, l'objectif de la gestion de l'information est de produire des produits de gestion de l'information. Et après, deux autres éléments qui sont très important et qu'on a souvent tendance à oublier aussi, c'est qu'elle se base sur des principes, donc des principes éthiques. On reviendra, je pense, un peu plus tard dessus notamment. Donc je prends notamment ce principe éthique, mais des enjeux aussi de qualité de la donnée, etc. Il y a plusieurs principes importants qui existent. Et elle s'inscrit dans des écosystèmes. Qu'est-ce que ça veut dire s'inscrire dans des écosystèmes? C'est-à-dire qu'il y a un cadre technologique qui existe à la fois au niveau international, mais aussi au niveau local. Donc elle s'inscrit, et potentiellement au niveau régional, donc dans différents écosystèmes, à la fois en termes de flux, à la fois en termes de standardisation de l'information et des données, à la fois en termes de solutions, à la fois en termes de pratiques, de bonnes pratiques, etc. Donc voilà ce qu'on a essayé un peu voilà, reprenant une définition, et du coup on la redécomposant pour notamment faire en sorte que certains éléments ne soient pas oubliés. Merci beaucoup. Et donc, vous dites que finalement, ces produits de gestion de l'information, ils sont essentiels au pilotage des opérations. C'est ce que vous dites dans l'étude, mais vous n'êtes pas les seuls à le dire. Alors, au final, on entend souvent parler de ce lien entre gestion des données et qualité des programmes. Est-ce que votre message en cours dans votre étude, c'est comme beaucoup d'autres, soyez data-driven et vous aurez une bonne qualité de projet? Est-ce que ce lien, il existe dans les faits, selon vous? Disons qu'il n'existe pas de manière naturelle. Il faut faire des choses pour le rendre possible. Ce qui est vraiment ressorti au début dans l'étude sur ce qu'apporte une bonne gestion des données, c'était avant tout en fait l'amélioration de l'efficience des projets. Donc ça, c'était vraiment le constat le plus partagé, et aussi que ça a facilité le reporting ascendant. Donc c'est vraiment les deux choses qui sont le plus ressorties. Pour la dimension qualité, c'était une autre paire de manches. Enfin, il y avait beaucoup de gens qui en parlaient comme l'objectif numéro 1 qui était recherché. Mais derrière, en ce qui concerne le vrai bénéfice, c'était beaucoup plus difficile à prouver. Donc, le fait d'être data-driven, on est tous conscients que c'est l'expression un petit peu à la mode, et on en entend parler depuis maintenant quelques années. Qui a du bon en soi. Je pense qu'on a besoin d'être data-driven, mais ça sert vraiment à la fois à avoir une meilleure connaissance des besoins des populations, des projets, et donc d'adapter un peu les projets en fonction, et donc d'avoir une démarche de qualité. Mais le problème, c'est que ce n'est pas suffisamment souvent utilisé comme ça. Donc on se retrouve en fait avec des bons principes et l'envie de montrer des jolis dashboards, mais que derrière, souvent, la méthode associée à ce côté data-driven ne soit pas assez qualité orientée.
Donc, que ce soit sur les aspects collecte de données où les organisations ne réfléchissent pas toujours suffisamment à ce qu'elles ont besoin de collecter et comment, quels sont les outils, les démarches qu'elles vont utiliser. Est-ce qu'elles se concentrent sur des données quantitatives ou est-ce qu'elles vont également alimenter leur réflexion par des données qualitatives ou sur la partie plus utilisation des données. Et là, enfin, tout le monde dit que la gestion de données, c'est pour des prises de décision informées et donc une meilleure qualité de projet. Mais l'enquête qu'on a fait dans le cadre de l'étude, on a eu plus de 80% des répondants qui disaient que c'était au mieux ponctuellement le cas, qui est une utilisation vraiment de ces données de manière à informer des meilleures décisions sur le terrain. Donc, c'est quand même assez intéressant comme statistique. Et on aurait clairement pu espérer que les gains d'efficience qui, eux, sont vraiment prouvés, seraient réinjectés un peu au service de la qualité. Et plus que ça le soit. Après, c'est aussi une question de temps pour s'assurer que les OSC ont vraiment le temps aussi d'intégrer un peu ces bons principes. Il y a encore beaucoup de nouveautés, mais il faut aussi qu'elles aient envie. Donc, si je résume un petit peu pour répondre à ta question, c'est être data-driven, ça peut être vu souvent comme être en capacité de sortir un super dashboard coloré avec des données pour les montrer, que ce soit en interne ou en externe, et valoriser un petit peu le travail qui a été fait autour de la donnée. Mais par contre, derrière, que ce soit vraiment utilisé pour informer les décisions, il y a encore du travail à faire. Donc, il faut quand même que ces démarches qualité soient un peu plus intégrées de manière native, on va dire, dans les projets. Oui, en effet, c'est intéressant, en effet, en tout cas, de clarifier que on gagne en efficience, on gagne du temps, comme tu dis, mais ce qu'on fait de ce temps et où est-ce qu'on le réinvestit, c'est finalement assez dépendant des organisations et du processus qui avait été mis en place. D'ailleurs, sur la prise de décision, mais je pense que ça a été assez largement diffusé. L'étude d'Alnap qui a été publiée, me semble, l'année dernière, était assez intéressante aussi, en montrant que les données étaient souvent utilisées pour justifier des décisions qui avaient été déjà prises sur la base d'autres processus, par exemple, ou donner de petites informations complémentaires. Donc, ça va dans le sens aussi de ce que vous avez montré. Alors maintenant, sur ce point-là, est-ce que... Ah, on a une question. Ah oui, alors, les données financières... Une question, pardon. Alors, je vous la lis telle quelle, comme ça, ce sera plus simple. Une des données les plus importantes qui est souvent suivie est la donnée financière. C'est triste, mais on suit surtout celle-ci, car c'est le fondement qui permet de faire des opérations. Je ne sais pas si ça vous inspire, si l'un d'entre vous est inspiré pour y répondre. Edmond ? Oui, donc je pense que c'est une réalité. Effectivement, on a des mécanismes de gestion des financières. Il y a des logiciels dédiés métiers qui existent. Il y a des procédures, des processus. Il y a des standards même qui existent en termes de gestion financière, que ce soit au niveau international comme des standards type IATI ou généralement des standards qui ont existé entre un plan comptable, ce genre de choses-là. Donc, c'est des choses qui sont assez normées et qui fonctionnent généralement bien. Et puis, de toute façon, il y a un côté où il n'y a pas le choix de gérer correctement la donnée financière parce que souvent, il y a des audits derrière. Et donc, il y a un peu une obligation contractuelle de bien gérer ça. La gestion en tant que telle d'autres types de données programmes, donc, parce qu'il y a, il y a la dimension financière, mais dès qu'on va être plus sur des éléments d'analyse de contexte, d'analyse encore de suivi des activités, des suivis des résultats, ce genre de choses-là, là, il y a beaucoup moins c'est beaucoup moins standardisé, etc. Et il y a le niveau d'effort consenti n'est pas forcément le même, et le niveau surtout de logique organisationnelle, je pense qu'on reviendra dessus, mais il n'y a pas forcément il existe des stratégies de gestion financière, il n'existe pas des stratégies, très peu d'organisations, vraiment des stratégies claires de gestion de leurs données opérationnelles. Alors, j'en profite du coup pour avancer sur la question de la maturité des OSC, justement sur la gestion de ces données programmes. Donc, elles sont souvent moins avancées sur les données programmes que sur les données financières, comme Edmond le disait. En tout cas, c'est ce que l'étude montre. Et je vous relance
mon cher sondage, vous pouvez cette fois-ci ne regarder que la question numéro 2. Alors, avant de laisser Edmond et Maeve développer sur ce que l'étude a montré sur ce sujet, on voulait vous poser la question à vous. Pensez-vous que les OSC de la solidarité internationale sont suffisamment matures sur ce sujet, sur le sujet de la gestion des données programmes? Est-ce que vous pensez qu'elles ne sont pas du tout matures, peu matures, plus ou moins matures? Elles sont matures, selon vous, voire tout à fait matures. Donnez-nous votre avis, pardon. Je vous laisse encore 5-6 secondes pour répondre. Pensez-vous que les OSC de la solidarité internationale, les ONG, sont suffisamment matures sur le sujet de la gestion des données programmes? Allez, j'arrête. Et je vous montre les résultats, Maeve et Edmond. Bon, on est plutôt, je pense, sur la même longueur d'onde que votre étude. C'est ça. Je pense qu'il y a peu de surprises pour nous en termes de résultats. Effectivement, l'étude, et c'est les retours qu'on a eu dans l'enquête, tend à montrer que les ONG sont relativement peu matures. Voilà, donc on a presque un 50% peu mature ou voire pas du tout mature. C'est effectivement les mêmes types de retours qu'on a eus et qui sont confortés par d'autres études également qui existent, que ce soit plus au niveau américain par exemple, mais aussi d'autres baromètres comme a pu faire Solidatech par exemple, pour montrer qu'il y a des difficultés de maîtrise des enjeux et des concepts derrière les enjeux du numérique, parce que derrière la gestion de l'information, il y a quand même des enjeux numériques au sens large, mais aussi, et là encore plus, en termes de gestion de l'information. On reviendra un peu sur qu'est-ce qu'on entend par ces enjeux un peu plus tard, mais oui, le constat, c'est qu'elles sont peu matures et surtout peu proactives. Alors, on a essayé un peu de mettre des typologies derrière tout ça pour rendre les choses un peu plus concrètes. Ça n'a pas été forcément très simple, mais du coup, on est arrivé à peu près à cette typologie, comme vous pouvez la voir, où on a en gros, alors, si on part de tout en bas à droite, des organisations qui n'ont quasiment aucune initiative, ça représente un certain nombre d'entre elles, donc voilà. À d'autres, là je vais jongler un peu entre deux, au type 2, qui est en fait, certaines organisations ont aussi mis, ça existe, la gestion de l'information au centre de tout leur mode opératoire. On a des exemples type, alors je vais prendre un exemple anglo-saxon, type des organisations comme WaterEd, qui ont mis en place un système spécifique autour de la gestion de données, donc mWater, qui est le centre de tout leur fonctionnement des opérations. Donc voilà, entre ces deux extrêmes, on a effectivement plein de situations, dont l'une d'entre elles, qui est un peu la plus classique, qui est des initiatives terrain que les sièges après essayent de réenforcer, de se réapproprier, d'harmoniser, etc., dans des logiques organisationnelles, qui est donc le type 1. On a également d'autres organisations qui vont voir un peu ces enjeux de désinformation, et je ne sais pas si c'est un risque, mais si personnellement je pense que je le qualifierais de risque, qui vont le mettre en place dans des stratégies de transformation numérique, transformation digitale, un peu comme on a un peu partout dans toutes les organisations, y compris privées à l'heure actuelle. Dans un sens, c'est bien parce que du coup, ça met l'accent dessus. Et après, souvent, il y a un risque, c'est que du coup, cette spécificité de données programme ne soit pas forcément vue et que notamment, souvent, on se retrouve dans ces plans de transformation numérique qui a un enjeu très fort au niveau des processus qui sont déjà maîtrisés, donc les processus financiers, RH, etc., et qu'on oublie des bouts à ce moment-là. Voilà pour vous donner un peu un aperçu. Et après, effectivement, on a les types 4 et 5. Donc, le type 4 qui est souvent poussé par un bailleur. Donc, ça nous a été remonté que certaines organisations ne bougent aussi que quand elles sont un peu poussées par leurs financeurs, et d'autres où c'est vraiment très, très ponctuel. Donc, voilà, j'espère que vous vous retrouvez plus ou moins dans une de ces typologies. Alors, l'idée de cette typologie était juste d'en faire une première. Voilà, on a un peu eu mal à la faire, celle-ci, pour ne rien vous cacher, mais voilà, c'est pour donner une première grille de lecture. Que dire d'autre sur ces enjeux de maturité? En fait, c'est que, voilà, comme on l'a dit, la plupart d'entre elles ne se sentent pas préparées.
Et ce qui est assez intéressant quand même de mentionner, c'est qu'on a aussi fait plusieurs entretiens avec des acteurs, et il y en a pas mal d'entre eux qui ont un peu peur de ce côté manque de préparation des OSC, alors on a eu des expressions du type le numérique et la gestion des données sont le parent pauvre des ONG, les ONG sont déjà dépassées finalement peut-être par leurs homologues du Sud, il est peut-être même déjà trop tard, enfin, les ONG du Nord sont déjà dépassées par les ONG du Sud, ce qui en soi serait bien d'ailleurs, c'est pas quelque chose de négatif, hein, pas qu'une proposition mal interprétée, mais il est peut-être déjà trop tard, c'est plus dans le sens où est-ce que des organisations qui n'ont pas pris à bras le corps ces enjeux numériques peuvent encore faire un virage et réinvestir dessus, en sachant que plus on attend, plus le virage peut être un peu compliqué, notamment cette compréhension d'enjeux. Alors voilà, ce manque de maturité est vu, d'après nous, il y a plusieurs raisons qu'on a essayé de typer en six enjeux qu'on va voir, alors, je ne sais plus si c'est dans la slide d'après ou encore celle d'après, on verra tout à l'heure, mais voilà, des enjeux notamment de culture numérique des données, donc un manque de culture partagée, on appelle ça, on verra tout ça sous le terme anglo-saxon, anglophone de data literacy, un manque d'approche stratégique, un manque de leadership sur ces enjeux-là, un manque de compréhension des enjeux éthiques, du cadre aussi technologique qui existe, et puis souvent une tendance à trop d'informations et à se concentrer sur l'information quantitative en dépit de l'information qualitative. Donc ça, c'est un peu pour nous ce qui explique ce manque de maturité. Et je me permets d'interrompre Edmond avec quelques questions, puisqu'il y a pas mal de questionnements sur ce que tu es en train de présenter. Alors, je te pose la première et je te laisse aussi répondre si tu veux. Comment expliquer cette faiblesse de maturité chez les ONG françaises par rapport aux autres? Déjà, peut-être si vous voulez répondre à celle-ci. Pourquoi spécifiquement chez les ONG françaises? Alors, je ne dirais pas que c'est forcément chez les ONG françaises. Hein. On a un peu, je pense, il y a deux choses. Il y a le fait, on a essayé de se concentrer sur les francophones en général, pas forcément que françaises. Hein. Je pense que ces constats sont partagés par des échanges qu'on a pu avoir avec des ONG belges ou des ONG suisses, par exemple. Déjà, c'est que, alors oui, les ONG anglo-saxonnes ont un train d'avance, on va dire, là-dessus. Mais elles-mêmes ne se sentent finalement pas du tout suffisamment équipées ou matures. Donc c'est quelque chose d'important à garder en tête. Oui, il y a plus d'investissement qui est fait au niveau anglo-saxon, il y a plus d'initiatives, il y a plus d'équipes RH, c'est plus facile de trouver ces compétences-là aussi. Donc voilà, on sent, il y a plus de ressources qui existent, par exemple en anglais qu'en français. Enfin voilà, il y a plusieurs indicateurs indirects qui tendent à montrer que les ONG anglo-saxonnes sont plus avancées. Pour autant, elles ne se sentent pas forcément complètement outillées. Et donc, elles sentent qu'elles n'arrivent pas forcément à faire rentrer le sujet autant. Donc, je pense qu'il faut aussi de ne pas trop en faire une spécificité là-dessus. Après, je pense qu'il y a aussi un facteur qui est lié aux bailleurs, c'est-à-dire que les bailleurs anglo-saxons ont souvent plus tendance à pousser les organisations aussi, ce qu'il faut, les bailleurs type DFID, USAID, et à financer aussi, donc à pousser et à financer ces enjeux de gestion de données, ce qui est moins le cas sans doute des bailleurs francophones jusqu'à présent, pour qui le numérique n'est pas forcément été un enjeu en tout cas pas forcément au niveau organisationnel des organisations qu'elles appuient. Et après, je pense que c'est aussi une question, c'est une question sociétale aussi, c'est une question sans doute d'acculturation aussi des dirigeants d'ONG qui n'ont pas forcément, pour qui ce n'est pas forcément la priorité du moment, contrairement dans le milieu anglo-saxon. Je ne sais pas si Mev, tu veux compléter là-dessus. On va peut-être rajouter qu'au-delà des bailleurs un peu institutionnels, il y a les fondations aussi dans le monde anglo-saxon qui ont un rôle important de financement, peut-être un peu plus que dans le monde francophone, et qui peuvent pousser aussi à ce côté data-driven, aussi en lien avec les financements des GAFA, et, enfin pas que des GAFA, mais de ce genre de structures, et comment elles essayent aussi d'influencer le secteur comme elles peuvent. Donc, je pense qu'il y a ça à mentionner. On peut aussi préciser qu'il y a aussi des organisations dans les pays anglophones qui commencent à réfléchir aux enjeux autour de la donnée depuis plus longtemps, et donc qui aident aussi à réfléchir à ces enjeux. Enfin, on pense en particulier à The Engine Room, qui est une ONG anglaise qui réfléchit beaucoup autour de la protection des données. On pourra revenir un petit peu là-dessus plus tard. On peut aussi penser à des conférences comme le Merltech,
qui est une conférence américaine à la base, mais qui se fait également ailleurs dans le monde, qui aide à réfléchir vraiment aux enjeux méthodologiques et éthiques autour du suivi-évaluation. Et donc tout ça, c'est quelque chose qui est là depuis un peu plus longtemps que dans le monde francophone. Donc on peut espérer que nous, c'est qu'une question de temps et d'envie, mais que ça viendra également. Je me permets aussi de vous poser 2 questions et je garde la question concernant les bailleurs sous le coude pour plus tard. Alors, premièrement, est-ce qu'il y a une spécificité sur certains types domaines de données? Donc, notamment, la personne pointe les données médicales. Est-ce que les données médicales ne sont-elles pas plus vite utilisées, appropriées? Est-ce que vous avez observé dans l'étude des distinctions en fonction du type ou du domaine de données? Et la deuxième question, qui reprend aussi d'ailleurs le secteur de la santé, on observe une multiplication d'injonctions de collecte de données et d'outils de collecte de données, cette personne nous dit, du ministère de la Santé notamment, des ONG, donc sur certains domaines et notamment sur le secteur de la santé. Il est difficile de mettre en place une collecte de données effective car cela sous-entend une surcharge de travail des acteurs de terrain. Comment appréhendez-vous cette problématique? Donc, première question sur la distinction en fonction du type de données. Et deuxième question sur la problématique de la surcharge du travail des acteurs qui vont collecter ces données. Je ne sais pas qui veut y aller en premier. Je peux. Effectivement, en fonction des types de secteurs, c'est sûr qu'on note des différences. Les secteurs qui ont, on va dire, qui ont l'habitude de travailler sur de la donnée un peu plus normée, donc le médical qui a une normalisation assez depuis longtemps de les données, mais aussi par exemple des organisations qui vont travailler sur tout ce qui va être infrastructure aussi, par exemple en eau, hygiène, assainissement, sont des 2 exemples de secteurs, mais on le retrouve aussi par exemple sur des ONG environnementales qui vont travailler sur la déforestation, si on prend un autre exemple aussi, parce qu'elles ont l'habitude d'utiliser des images satellites, etc., pour contrôler, etc. Donc voilà, certains secteurs, oui, effectivement, vont être plus matures et vont avoir l'habitude de ça. Alors, je ne sais pas si c'est forcément lié au fait que les données sont plus vite utilisées et qu'elles sont plus facilement appropriées. Je pense que c'est plus une habitude aussi de normaliser. A contrario, je pense des secteurs du type de social, type protection de l'enfance, qui ont moins aussi cette habitude de vraiment normer, mais aussi parce que c'est plus difficile dans ces secteurs-là, vont avoir une gestion des données plus difficile. Donc voilà, après, je ne sais pas forcément si c'est vraiment lié à la rapidité d'utilisation, parce qu'en soi, en données médicales, on va avoir la même structuration, on va se retrouver sur, par exemple, des contextes vraiment d'épidémie qui flambent, type choléra, mais aussi on va avoir trouvé cette habitude sur des choses, on va faire des observations sur le plus long terme, dès qu'on va être sur des enjeux de recherche, par exemple, sur la tuberculose, etc., on se rend compte qu'il y a aussi des habitudes, même si ces données ne sont pas immédiatement consommées. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment lié à la vitesse d'utilisation, je pense que c'est plus à la facilité aussi ou à l'historique de ces secteurs-là d'avoir standardisé. Et après, sur la charge, ça, je pense que c'est un vrai enjeu et je laisserai, je pense que Maeve compléter là-dessus aussi, mais c'est en fait ce qui est lié au fait, surtout, pour moi, en fait, cette question, ce qu'elle traduit, c'est qu'il n'y a pas de leadership derrière ces enjeux de gestion de données. C'est-à-dire qu'on se permet, ça ne choque encore pas, à part les opérateurs de terrain, ça ne choque pas d'avoir des options complètement contradictoires et très diverses de collecte de données et de ne pas avoir des systèmes beaucoup plus rationnels, donc d'avoir des logiques où on rationalise ces mécanismes de collecte avec potentiellement des outils qui peuvent se parler entre eux. Donc, voilà, donc c'est-à-dire ne pas imposer une multiplicité d'outils, parce que je crois que la question n'est pas autour de l'outil, de pouvoir avoir un outil qui répond à plusieurs besoins. Donc, ça induit les questions de l'environnement technologique qui n'est pas forcément adapté aux besoins des organisations, mais sur lesquels aussi les organisations ne travaillent pas. Parce que pour l'instant, on y reviendra un peu après, je pense. Mais voilà, je ne sais pas si Maeve… Non, continuons. Okay. On rebondira s'il y a d'autres questions du genre. Alors, j'avais accéléré un peu. Je te laisse peut-être continuer ton exposé, Edmond, notamment sur comment avancer, en fait, à partir du moment où on a fait ce constat de peu de maturité, notamment en France. Comment est-ce qu'on avance? Quelles étaient vos recommandations? Je pense que les principales recommandations sont assez, on va dire, logiques. Il y a un enjeu d'arriver à mieux sensibiliser au concept et aux enjeux que ça pose. Donc, par exemple, on revient à cette question de culture numérique, il y a quelque chose qui est vraiment, je pense, transversal au secteur, mais que chacun puisse s'approprier et pas se dire que c'est une question d'un spécialiste. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est que tout le monde doit comprendre un peu les enjeux de gestion de données, pas forcément au même niveau, mais ce n'est pas une question
pas une question de spécialiste. Il y a l'enjeu de développer un peu plus cette filière métier, en fait, de commencer à faire en sorte que la question de la gestion de l'information, gestion de la donnée soit plus reconnue comme un département support, un peu comme un autre. C'est-à-dire qu'à l'heure du 21e siècle, on développe énormément de données. Il faut reconnaître que c'est un domaine qui, quand même, alors à la fois, vous allez dire c'est contradictoire ce que je dis. Il faut que tout le monde s'approprie des connaissances et des compétences pour pouvoir parler données au quotidien, parce que ça, c'est important. Donc, c'était le point d'avant, c'est vraiment des enjeux de culture numérique. Pour autant, certains sujets demandent quand même de recourir à des spécialistes. On ne peut pas demander à n'importe quel chef de projet, par exemple, de sélectionner lui-même un logiciel qui va être pour toute l'organisation ou pour tout un programme ou ce genre de choses-là. Ça demande quand même le recours à certaines compétences. Des enjeux très spécifiques comme, par exemple, la protection des données vont demander de recourir à des compétences légales spécialisées dans le numérique, etc. Donc, de reconnaître que ça donne une filière qu'il faut se développer, du coup, qu'il faut arriver à plus facilement recruter ces compétences-là, parce que c'est aussi quelque chose qui est très difficile à l'heure actuelle. Donc, il y a un déficit de formation, il y a un déficit de reconnaissance, grosso modo, de cette filière. Le troisième point, qui est après plus classique, qui est d'un besoin d'apprentissage collectif au niveau des organisations, mais c'est un point que disait Maeve, je crois, tout à l'heure, si ma mémoire est bonne, elle soulignait le fait qu'ils ont documenté assez peu aussi les échecs en termes de gestion de données. En numérique, de ce sens-là, c'est normal d'avoir des échecs. Je ne me souviens plus des statistiques qui existent dans le secteur privé, parce qu'elles existent, mais je crois que c'est 40 à 50% des projets numériques sont des échecs. Quelqu'un pourra corriger ce chiffre-là, je dis vraiment ça de mémoire, mais voilà, donc il y a une importance d'apprendre collectivement de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Et après, un dernier point qui est d'essayer de travailler ensemble et en mutualisant plutôt qu'en travaillant en silo. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important aussi, c'est que ce qui explique par exemple l'enjeu, la question qui vient d'être soulevée avant, c'est que pour l'instant, la donnée est vue aussi comme un enjeu concurrentiel entre organisations, c'est-à-dire que chacun a intérêt à développer son système qui est le plus efficient, et donc ça va pousser à fonctionner en silo. Et donc plutôt qu'à être sur des logiques d'interopérabilité. Mais on retrouve ça à la fois au niveau des bailleurs qui vont pousser leur outil de remontée, on retrouve ça au niveau des ONG qui vont, elles, se standardiser, etc. Mais du coup, ça pose vraiment des questions de réfléchir ensemble et que les organisations se posent collectivement ces questions-là plutôt que fonctionner en silo et chercher à développer leur propre système. Voilà pour ces premiers. Merci. Et je me permets quand même de poser la dernière question, la question qui me restait dans le Q&A. Est-ce que les bailleurs de fonds sont mieux préparés à la gestion des données programmes que les ONG? Alors, j'espère que je ne réinterprète pas trop la question. Si c'est le cas, l'auteur de la question, n'hésitez pas à vous manifester, mais il me semble que c'est ce que j'ai compris. Je me permets de la poser maintenant puisqu'on va rentrer un peu plus en profondeur maintenant sur certains enjeux. Et ça reste une question assez générale. Je ne sais pas qui veut y aller là-dessus, sur les bailleurs de fonds et leur niveau de préparation. Est-ce qu'on est sur le même constat? Moi, je peux la prendre. Disons que dans l'ensemble, dans le monde francophone, je dirais non par rapport aux bailleurs anglophones. Donc c'est aussi pour ça que la démarche un peu de structuration du milieu associatif qui est en cours et sur lequel l'AFD a aidé à financer, ça montre un fort intérêt pour ces sujets-là, donc ce qui est vraiment positif, mais on n'y est pas du tout, il y a très très peu d'échanges sur ces sujets, que ce soit entre bailleurs et organisations de la société civile ou entre bailleurs et les têtes de réseau autour de ces sujets. Après, on peut quand même, si on regarde un peu le monde francophone européen un peu plus largement, on peut quand même dire que les Belges sont dans une optique très tournée développement et ICT4D, un peu comme on expliquait tout à l'heure. Eux, par contre, ont des vraies initiatives en cours et poussent vraiment les ONG à venir avec des projets un peu innovants sur ces sujets-là, que d'ailleurs, au cours des entretiens qu'on a pu mener avec des OSC ou têtes de réseau belges, on a cru comprendre que c'était pas toujours... les OSC voyaient presque plus ça comme une pression qu'une opportunité. Mais bon, au moins, il y a une vraie démarche dans ce cadre-là, ce qui est moins le cas du côté des Suisses. Donc, vraiment, si on compare monde francophone et anglophone, il y a une grande différence. Au sein du monde francophone, on sent qu'il y a des initiatives qui démarrent et
l'idée, c'est que les OSC soient un peu plus aussi demandeuses d'échanges autour de ces sujets-là, qu'elles se sentent un peu plus à même d'avoir des débats et d'expliquer pourquoi est-ce qu'elles ont besoin d'avoir des vraies ressources dédiées, des vrais financements dédiés autour de ces sujets, pour pas que ça reste un peu la dernière roue du carrosse et que ce soit la première ligne budgétaire qui saute quand il y a des restrictions budgétaires, ce qui est un petit peu le cas aujourd'hui. Alors, on va maintenant s'intéresser à quelques enjeux spécifiquement. Donc, vous en avez relevé 6 plus 6, donc 6 principaux et 6 enjeux connexes. On n'aura pas le temps de tout développer aujourd'hui. Donc, on s'est déjà dit avec Edmond MF qu'on allait vous en développer 3, mais n'hésitez pas à continuer à poser vos questions comme vous le faites. C'est très bien d'avancer comme ça. Je pense qu'en plus, c'est plus fluide pour nos deux panélistes. Et à la fin de cette présentation, je vous demanderai s'il y a d'autres enjeux qui vous intéressent. Il nous reste un peu de temps. Alors, parmi les enjeux les plus importants, il y avait notamment celui de constater que la culture de la donnée, elle est relativement faible dans les organisations de la société civile française. Alors déjà, qu'est-ce que c'est déjà, la culture de la donnée? C'est vrai que c'est un terme qu'on entend c'est souvent en anglais, plus souvent en anglais qu'en français en tout cas. Donc, de quoi on parle? Est-ce qu'on veut que tous nos recrutements, en fait, soient basés sur des critères de codage en JavaScript ou de créer des macros sur Excel? C'est quoi la culture de la donnée? Encore sur les macros sur Excel, Lisa. Déjà, ce qui est important de préciser, enfin, tu parlais encore du côté francophone-anglophone, et j'aimerais quand même repréciser que même les organisations anglophones avec qui on a parlé ont l'impression d'être un peu dans les choux en termes de culture de la donnée. Donc, ce n'est pas uniquement propre aux organisations francophones, même si je pense que c'est plus marqué pour des raisons variées qui peuvent être le manque de ressources, le manque de choix organisationnels autour de ces sujets. En tout cas, on remarque que les grosses organisations anglophones ont vraiment, que ce soit, on le voit avec la Fédé de la Croix-Rouge, ils font beaucoup de choses autour d'un data playbook pour aider un peu tout le monde à s'acculturer en termes de données, ou les stratégies des organisations comme Oxfam, c'est clairement pas du même niveau que d'autres organisations. Donc, juste à rappeler que il y a quand même il y a une différence, mais il y a quand même beaucoup d'organisations qui nous ont dit qu'elles ne se sentaient pas du tout à la hauteur du côté anglophone aussi. Pour revenir sur la définition, donc merci, tu as mis la slide à l'écran. Donc vraiment, le côté culture de la donnée, c'est à la fois avoir une aisance et une fluidité dans l'utilisation des concepts, donc vraiment comprendre un peu la chaîne de la collecte à l'analyse des données et tout ce qu'elle implique. Un des points importants qu'on voulait mettre en avant aussi, c'est le côté savoir se poser les bonnes questions à chaque étape du cycle de la donnée, en particulier quand on veut parler des risques, que ce soit en termes éthiques ou de durabilité de certains des choix qui peuvent être faits, qui peuvent être assez structurants sans que les personnes qui se posent les questions soient ou bien les bonnes ou suffisamment en prise du sujet pour vraiment y répondre correctement. Et aussi derrière la capacité à lire, manipuler, grosso modo, argumenter avec les données. Donc ça pour ceux qui ont besoin un peu d'une définition, vous l'avez. Mais il faut vraiment avoir en tête que souvent, on pense les choses par le côté technique. Donc un peu comme avec ton JavaScript et tes macros Excel. Donc quand on va rechercher des profils à recruter, il y a très très souvent ce fort biais technique qui se met en œuvre, et on a l'impression que si la personne justement ne sait pas coder en JavaScript, c'est que derrière elle ne sera pas à même de mener le poste où l'organisation le souhaite, alors qu'en fait les enjeux, que ce soit méthodologiques, éthiques, sont d'autant plus importants que les aspects plus techniques et technologiques. Et très souvent, c'est assez difficile pour les organisations d'évaluer un peu ces niveaux de compétences et de connaissances sur ces sujets-là,
alors que sans ça, en fait, la plupart des choix techniques et technologiques qui sont faits vont être faits plus peut-être par opportunisme ou autre, sans qu'il y ait une vraie réflexion derrière. Donc, c'est vraiment important de maîtriser les concepts. Et une des statistiques qu'on aime beaucoup là-dessus, c'est celle faite par le Hume Data au niveau de d'OCHA, qui a fait une étude auprès de 1200, donc là que des humanitaires, et il y en avait 98% qui disaient qu'ils utilisaient tout le temps ou une partie de leur temps des données. Et pourtant, on entend toujours dans le secteur des gens qui nous disent « Non, mais moi, je ne suis pas un data person, je ne traite pas trop de données. » Donc, il y a un peu cette dichotomie entre ceux qui veulent ne pas trop toucher au sujet ou ne pas être trop challengés sur le sujet parce qu'ils ont l'impression de ne pas le maîtriser suffisamment. Et derrière, le fait que tout le monde en utilise. Donc, cette dichotomie, il faut faire quelque chose pour justement un peu mettre à niveau tous les acteurs, tous les membres des organisations pour qu'elles aient un petit peu le vernis nécessaire par rapport à leur poste. Donc, ça ne veut pas dire une formation en JavaScript pour tout le monde, mais au moins un certain niveau de sensibilisation et de formation sur ce qui concerne un peu leur poste. Des fois, il y a certaines thématiques de poste qui vont bien entendu entraîner une plus grosse utilisation de telle ou telle de telle ou telle spécialité autour de la donnée. Mais clairement, il faut vraiment que ces orgas, que ce soit au niveau purement opérationnel sur le terrain, jusqu'à plus l'échelon décisionnel, que chacun ait une vraie prise en main des concepts et des sujets pour que les décisions qu'ils aient besoin de prendre à tous les niveaux et les travaux qu'ils ont besoin de faire en lien avec de la donnée à tous les niveaux se fassent en connaissance de tous les biais qui peuvent y avoir autour de la donnée, de tous les enjeux dont on parle là, que ce soit au niveau technique, technologique, mais que ce ne soit pas juste parce qu'un tel a parlé de telle ou telle techno qu'on se lance dedans. Donc, j'aimerais vraiment accentuer d'ailleurs le rôle des instances un peu de gouvernance des organisations sur ces sujets qui trop souvent, historiquement dans le monde français en particulier, n'étaient pas très intéressés par ce sujet, où c'est encore une fois un sujet qui fait un peu peur et donc sa maîtrise fait qu'on essaye d'avoir des experts pour en parler, alors qu'au final, on a besoin de bien connaître son organisation aussi pour faire des choix sur ces thématiques. Donc, c'est vraiment aussi important pour ces instances de gouvernance de bien connaître le vocabulaire, les enjeux et derrière d'échanger avec les bonnes personnes pour qu'ils puissent un peu distiller cette culture de la donnée et vraiment mettre en place des plans d'action adaptés à leur organisation qui, bien entendu, ne vont pas être du tout les mêmes d'une toute petite structure à une énorme organisation avec plusieurs milliers de salariés, mais qui a besoin d'être réfléchi dans tous les cas pour éviter que derrière, il y ait une perte d'efficience à l'échelle de l'organisation et surtout derrière des problèmes, des choix qui sont faits qui sont pas les bons, qui pourraient avoir des grosses implications éthiques en particulier. Mais on reviendra sur la question de l'éthique après. Donc vraiment réfléchir à la transversalité au niveau de l'organisation, que ce soit en termes verticaux ou horizontaux, pour s'assurer que la culture des données, ce soit quelque chose qui progressivement fasse un peu partie du bagage de tout le monde à différents niveaux. Alors, imaginons qu'on parvient à améliorer cette culture de la donnée et je fais la transition vers un autre des enjeux que vous avez mis en évidence. Ok, je suis une organisation, j'ai une meilleure culture de la donnée au sein de mes équipes. Comment gérer le problème d'infrastructure, le problème des logiciels ou des applis qui ne répondent toujours pas finalement aux besoins des ONG. On est à peu près tous, je pense, encore à la recherche de l'outil qui va nous permettre de remonter, visualiser des indicateurs, qui va nous permettre de nous faire de l'analyse quantitative de manière simple et faisable pour des personnes non techniques.
OK, culture de la donnée, mais comment est-ce qu'on gère plutôt la partie outillage qui, moi en tout cas, me semble toujours non adaptée aux besoins des ONG. C'est pour toi, Edmond. Non, non, mais enfin, je ne pense pas qu'il y a que toi que ça semble que l'outillage n'est pas forcément adapté. Hein. Je ne me souviens plus des statistiques exactement de ce qu'on avait arrivé pendant une petite enquête, mais je crois que c'était à peu près 80% de l'organisation de mémoire qui remonte à avoir eu un besoin auquel ils ne sont pas arrivés à répondre, ne sont pas arrivés à trouver la bonne solution technologique qui répondait à leurs besoins. Donc, ça reste un enjeu. Je pense que ce qui explique alors il y a effectivement cette question, enfin, on rejoint en fait cette question de culture numérique parce que en fait souvent cette inadéquation entre le besoin et le marché qui est tel qu'il est en tant que tel démontre aussi un manque de compréhension des organisations de comment fonctionne le numérique, que ce sont des solutions technologiques qui sont chères, qui sont complexes à développer, etc. On se retrouve assez souvent avec ce que nous on appelle on appelle souvent ça des listes au Père Noël. C'est assez fréquent que des organisations arrivent en disant je voudrais quelque chose qui fonctionne hors ligne et en ligne, qui soit facile à prendre en main, qui soit multilingue, avec des caractères non latins si possible, effectivement, totalement sécurisé parce que je vais gérer de la donnée personnelle, suffisamment évolutive, visuelle, dynamique. Et puis, il ne faudrait pas que ça coûte trop cher non plus quand même. Donc voilà, donc il y a un manque de compréhension de comment fonctionne le numérique. Mais je reviens notamment sur cet aspect de il ne faudra pas que ça coûte trop cher. Je pense que ça aussi est un manque de compréhension de ces enjeux qui existent derrière les écosystèmes numériques, c'est que ce n'est pas possible, les besoins des organisations sont très, très complexes. Ce que je viens de décrire, avoir des choses multilingues, super sécurisées, d'autant plus dès qu'on va parler de fonctionnalités un peu avancées qui vont faire par exemple ce qu'on va appeler du suivi de cas ou du suivi de permettre des études longitudinales, etc. On vient travailler sur des outils complexes et qui sont donc coûteux. Quel que soit le modèle économique qu'on va mettre derrière, que ce soit de l'open source, c'est-à-dire qu'il faut que cette open source se finance d'une manière ou d'une autre, donc soit qu'ils trouvent des bailleurs, soit que les organisations elles-mêmes payent ce développement, soit que si c'est une personne privée, donc, soit si c'est des outils privatifs et donc qu'il y ait des frais de licence élevés. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort, qui a un peu une dichotomie entre cet aspect, non, mais on va prendre le premier outil gratuit parce que de toute façon, on ne veut pas investir dessus. Si les organisations souhaitent faire en sorte que le marché qui est à l'heure actuelle très fragmenté et relativement peu mature, hein, rien qu'en termes de solutions de collecte mobile de données, on parle d'une quarantaine de solutions largement répandues, donc c'est relativement énorme. Ça veut dire aussi qu'il faut que je pense que les organisations dépassent ce côté un peu, si je peux dire, elles sont en position de consommateur de ces solutions. Il faut qu'elles dépassent cette position de je consomme des solutions qui existent à j'essaye de les influencer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire influencer? Ça veut dire aussi accepter de discuter avec ces fournisseurs de solutions, montrer les spécificités de leurs besoins, challenger ces fournisseurs de solutions, si on parle de fournisseurs de solutions privés, ou alors s'impliquer dans les projets open source si elles le souhaitent, si ça correspond à leur démarche. Donc ça, c'est des aspects, je pense, qui sont assez importants. Et donc ça, forcément, ça revient aussi à la question d'avoir des personnes en capacité, donc un peu des spécialistes, là pour le coup, qui sont en capacité d'avoir ces échanges-là au niveau des enjeux numériques. L'autre point, je pense aussi, qui est important à avoir en tête, c'est que encore les questions de solutions numériques sont aussi souvent vues un peu comme ce que je disais tout à l'heure, en fait, hein, je me répète un peu, mais comme un enjeu concurrentiel et un enjeu de visibilité. Donc, on le prend un peu aussi pour faire joli aussi de temps en temps. Bon, c'est pas très grave ce que ça va donner, on verra bien. Voilà. Donc ça, c'est aussi un point d'attention. Et lié à ça, c'est-à-dire qu'aussi, les organisations ne réfléchissent pas forcément aux enjeux qu'il y a derrière. Donc, il n'y a pas de réflexion, notamment commune, par exemple, à développer des standards. Et de permettre l'interopérabilité, notamment pour dépasser ce que je disais tout à l'heure, un peu ces logiques de silo. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel aussi les bailleurs devraient se positionner et sur lequel, à l'heure actuelle, ils se positionnent encore assez peu. Vous avez des bailleurs qui sont prêts à financer des solutions technologiques, mais ça arrive très souvent qu'un même bailleur peut financer des solutions concurrentielles, par exemple, ce qui en soi n'est pas forcément un problème, mais sans réfléchir forcément à ces enjeux d'interopérabilité, etc., et d'éviter que ça fonctionne en silo. Et après aussi de sortir un peu de ces cycles d'innovation sur lesquels poussent un peu les bailleurs, notamment et surtout au niveau technologique, de se dire on finance de l'innovation, alors qu'avant tout, ce qu'on a besoin, je vous mettrai, j'espère tout à l'heure y penser, une étude de Dial, par exemple, là-dessus qui a été faite, alors qu'avant tout, les solutions ont besoin de faire du passage à l'échelle, donc, que ce soit les fournisseurs, encore une fois, privatifs ou open source, je ne rentre pas dans ce débat-là, mais il y a des enjeux de passage à l'échelle et de développer des fonctionnalités complémentaires et encore une fois de revenir sur ces enjeux d'interopérabilité. Et enfin, ce qu'il faut
ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que pour rejoindre un peu à la question qui était posée tout à l'heure, je reviens sur ce chose, on se retrouve avec une multiplicité d'outils à devoir gérer. Il faut faire aussi très attention à ces enjeux de ce côté prescriptif, à vouloir tout standardiser, que ce soit au niveau d'une organisation pour des logiques purement d'efficience. On veut que tous les pays utilisent la même solution. Ce n'est pas forcément la meilleure direction et la plus logique, notamment dès qu'on va fonctionner avec des partenaires locaux, des partenaires étatiques locaux, etc. Donc voilà un peu pour brosser, je brosse un peu rapidement parce que je vois le temps qui passe un peu aussi, mais les enjeux sur cet environnement numérique. Une réflexion d'un des participants sur ce que tu venais de dire. Souvent, les ONG sont plus préoccupées à répondre aux exigences des bailleurs qu'à regarder les réalités recueillies à travers les données. Oui, je partage ce constat-là qui est aussi qui rejoint sur qu'est-ce qu'on fait de la donnée. C'est-à-dire, en fait, derrière aussi cette question du choix de solution se pose un peu cette question de à quoi sert la donnée. Si la donnée est uniquement au service de répondre à de la redevabilité ascendante, donc à faire en sorte de nourrir des reportings, etc., c'est sûr que ce choix d'outils importe peu au final. Si on est vraiment dans une logique, on veut essayer que la numérisation, le développement des processus de gestion de données soit vraiment au service d'améliorer les projets, ça pose sans doute de devoir se poser d'autres questions et d'accepter que c'est un milieu qui est complexe et qui nécessite, même à l'échelle d'une organisation, potentiellement d'utiliser une diversité d'outils. Et lié à ça, on peut rappeler aussi que la redevabilité, ce n'est pas que l'ascendant, et derrière le fait d'être redevable vis-à-vis des populations bénéficiaires et parfois de montrer les résultats des enquêtes qui sont faites ou des collectes qui sont faites, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas du tout assez fréquemment fait et qui fait partie de cette démarche qualité. Alors, un des autres enjeux relativement à la mode en ce moment, notamment depuis le règlement européen, c'est celui de la protection des données. Mon impression, et je pense que l'étude était aussi partie un peu sur ce constat, que c'est devenu un enjeu clairement beaucoup plus discuté qu'avant. J'ai toutefois l'impression que ça reste assez théorique au sein des organisations, que les risques sont un peu des chimères qu'on brandit dès qu'il faut justifier et mettre du budget là-dessus. Mais qu'on ne sait pas vraiment les mesurer. Qu'en est-il? Vous parlez de la protection des données, la question de l'éthique et de la responsabilité, plus précisément, comme des grands oubliés de la gestion des données. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est vrai que la question de la protection des données est devenue un sujet à la mode et je pense qu'il n'y a pas une organisation qui n'en parle pas. Donc ça, l'impact du RGPD est quand même très important dans une organisation. Il a l'avantage de mettre sur la table cette question-là qui est vraiment, je pense, importante. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, on a trop tendance à le voir sous l'angle réglementaire contractuel et c'est un peu certain que si on le voit que sous cet angle-là, on manque un peu la totalité du spectre. Je pense que ce n'est pas encore demain que une personne bénéficiaire d'un programme d'une ONG dans un pays au Sud-Soudan, par exemple, va porter plainte auprès d'une ONG en Europe. Ce risque-là, en tant que tel, de plainte, etc., il reste relativement réduit. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais voilà. Ce qui est important sous cet angle-là, et c'est pour ça qu'on dit que c'est ce qui est souvent oublié, c'est que les organisations ont tendance à le voir que sous cet angle-là et pas forcément sous sa dimension éthique, qui relève encore une fois une manque de compréhension un peu en fait des enjeux de la gestion de données. Tout le monde au sein des secteurs qui est un peu spécialisé sur tout ce qui est la protection des données, tout le monde se dit que tout le monde attend un peu le prochain scandale. Il y en a déjà un certain nombre de listes qui existent en termes de protection de données, de systèmes qui ont été hackés, d'organisations qui ont mis en danger des communautés, etc., parce qu'elles avaient une gestion des données appropriée. Mais par contre, tout le monde attend le gros pour vraiment un peu bouger. Donc, il va être médiatisé. C'est ça, surtout s'il est médiatisé. Derrière ça pose en fait quand même plusieurs questions assez importantes. C'est pour moi, les organisations n'ont pas compris aussi que en fait, derrière ces enjeux de gestion de données, il y avait en fait leurs principes ils retrouvaient les mêmes principes derrière qui sous-tendent leur action. Donc, si on prend les principes, je parlais humanitaire là en tant que tel, mais les principes de do no harm, neutralité, etc. Et ça veut dire qu'il faut arriver à les traduire au niveau numérique parce que ce sont des organisations qui gèrent une quantité phénoménale de données individuelles de personnes et que donc elles ont une responsabilité globale vis-à-vis des populations qu'elles aident.
Donc, et ça, c'est encore très clairement pas suffisamment mis en avant. Mais ça marche aussi. Donc là, je prenais les principes humanitaires, mais ça vaut tout. Enfin, c'est des choses qu'on peut retrouver totalement au niveau du côté du développement, parce que vous avez toutes les questions de transfert, durabilité des technologies, par exemple, qui vont être choisies et donc qui vont être remis entre les mains de services étatiques, et donc qui sous-entendent que les technologies qui vont être utilisées doivent être suffisamment sécurisées pour pouvoir être transmises à un État ou un partenaire local, etc. derrière. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel on pourrait s'étendre très longuement, et je pense que c'est un sujet sur lequel il y a quand même beaucoup de débats qui ont lieu à l'heure actuelle. Mais pour moi encore, malheureusement, ça reste un sujet de, entre guillemets, spécialiste, et il y a la prise de conscience, voilà, au-delà de ce grand scandale que tout le monde attend, n'est pas encore suffisamment réel pour vraiment faire bouger les lignes. Et pour moi, c'est un vrai dommage, et qui traduit un peu que les OSC ne sont pas encore finalement passés dans cette compréhension de ces enjeux numériques. Alors, Mev, avant de te laisser continuer, si ça ne te dérange pas, peut-être tu peux intégrer dans ton intervention une question d'un des participants donc, qui nous demande, alors c'est lié clairement à la protection des données, je la formule comme il l'a formulée, et si jamais on n'a pas exactement bien répondu, je vous laisserai vous manifester. Donc, comment appréhendez-vous le conflit entre les gouvernements et les ONG par rapport à la fiabilité des données dans beaucoup de pays? Alors, la personne dit fiabilité, c'est aussi souvent lié au partage, quel type de données on partage entre gouvernement et ONG. Mev, je ne sais pas si tu as une intervention là-dessus, ou Edmond, si tu veux poursuivre, mais voilà, en tout cas, c'est un des questionnements de nos participants. Juste peut-être pour finir d'abord sur le point d'avant, sur une note un peu plus positive, parce que sinon j'ai peur que tous nos participants repartent déprimés de la conversation autour du RGPD. Donc juste pour dire que, en fait, comme disait Edmond, c'est quand même un sujet très révélateur de tous les enjeux du secteur. Mais pour une fois, en fait, il y a une vraie opportunité, que ce soit du côté des OSC ou des bailleurs, de vraiment prendre le sujet pour répondre, si vous voulez, aux contraintes réglementaires et contractuelles, mais en amenant justement ce côté éthique fort qui est censé être le cœur de l'action des OSC. Et donc, juste pour dire que là, pour une fois, on a vraiment une opportunité de prendre le sujet à bras-le-corps avec un peu de recul et de réfléchir aux solutions qui peuvent être mises en œuvre, de vraiment financer ce côté éthique de la gestion de données qui est trop souvent difficile à financer et à réfléchir. Et donc, on trouve ça vraiment dommage. Donc là, ça fait quoi, 2 ans que le RGPD est en place, qu'il y ait si peu d'OSC qui se soient vraiment posé la question comme ça. Et ça reste encore un des sujets qu'il faut cacher, qu'on va dire qu'on essaye d'aborder au quotidien en lien avec les bénéficiaires, mais qui derrière reste un peu trop souvent lettre morte sur pas mal d'aspects. Donc, je voulais juste dire que c'était peut-être pas hyper positif, mais au moins dire que pour une fois, il y a une opportunité et que c'est dommage vraiment de ne pas la saisir, essayer de maîtriser à la fois tous les sujets associés et de réfléchir à comment est-ce qu'on peut mieux faire. Donc ensuite, pour revenir à ta question, comment appréhendez-vous le conflit entre le gouvernement et les ONG par rapport à la fiabilité des données dans beaucoup de pays? Alors la question de la fiabilité des données, je pense que c'est pas toujours qu'un conflit entre les gouvernements et les ONG. Ça peut être des conflits entre ONG, ça peut être des conflits entre bailleurs et ONG, donc ça peut être quelque chose qui est couvert de différentes manières. Mais là, je dirais que c'est plus... Enfin, ça rejoint aussi d'ailleurs une des discussions qu'on pourrait avoir avec les données et tout ce qui est le privé. Mais bon, ça rejoint peut-être une question plus large. Mais derrière, disons que le conflit, il n'est pas toujours là. Ça va vraiment dépendre des situations. Des fois, les organisations travaillent en bonne intelligence. C'est plus dans des cadres... qui sont difficiles, que ce soit au niveau politique ou militaire ou éthique d'ailleurs, qu'il peut y avoir des difficultés plus notables qui sont mises en avant. Après, pour revenir vraiment sur la question de
la fiabilité, c'est un peu un jeu. Enfin, disons qu'une donnée, quand on la présente, elle donne l'impression d'avoir une objectivité absolue. Et quand quand on l'entoure pas un petit peu de métadonnées et aussi d'explications méthodologiques sur comment elle a été amenée, on peut très facilement lui faire dire des choses qui sont pas vraies. Donc ça peut générer des conflits par ce biais-là, ou derrière c'est juste des fois des jeux de pouvoir qui se mettent en œuvre entre des structures différentes. Les gouvernements qui essayent de reprendre la main un peu sur des données qu'ils considèrent leur appartiennent, mais sans qu'on sache trop toujours ce qu'ils vont en faire. Donc c'est un autre niveau de débat, quoi, plus au niveau politique, on va dire, dont la donnée est juste là pour la fiabilité de la donnée pour révéler certains enjeux. Edmond, avant de te laisser réagir, je me permets de nous dire qu'il nous reste 10 minutes et qu'on a encore 2 questions sur le question-réponse. Donc, je pense qu'on aura a priori le temps de les traiter après ton intervention. Non, je rejoins ce qu'a dit Maeve. Hein, c'est une question de l'objectivation de cette donnée et après de l'usage qui en est fait. La donnée est un objet politique en tant que tel. Donc, à partir du moment où on va être réutilisé, ça peut être source de tension et même si dans le meilleur des cas, tout le monde faisait le travail de bien documenter sa méthodologie, ses biais, etc., pour arriver à avoir une bonne donnée, ça resterait le conflit serait peut-être pas forcément sur la fiabilité, mais en fait sur même des conclusions de la donnée qui existe en tant que telle. Donc voilà. Donc là, dans ce cadre-là, je pense que la donnée est juste un peu le miroir d'enjeux de pouvoir qui peuvent exister en fait. Pour finir sur la question de la protection des données, on a une réflexion d'un des participants, Victorien Hanchet, qui nous dit « Il semble parfois qu'il existe un oubli, la protection des données digitales n'est pas si éloignée de la protection des données physiques. L'approche est simplement différente, mais l'éthique est la même. » Oui, complètement. Je pense que c'est plus une remarque et il y a peu de débat là-dessus. La question est aussi de savoir est-ce que finalement la protection de ces données physiques existait avant en tant que telle aussi. Je pense que les pratiques d'une organisation à l'autre ne sont pas forcément les mêmes. Je pense que des acteurs type médicaux ou dans lequel, par exemple, le secret médical, quelque chose d'assez ancré, etc., ces pratiques existaient existent depuis longtemps. Donc la question de les transférer effectivement sur du numérique est quelque chose qui demande un travail, etc. Mais je pense que ces réflexions-là, dans d'autres types d'organisations où finalement le recours à se dire mais non, cette donnée, elle est pas sensible, c'est pas très grave. C'est de demander une signature de participants à un atelier de travail, à un workshop. C'est pas grave de prendre la cartographie des points GPS de toutes les maisons où on fait une enquête. Il n'y a rien de sensible là-dedans. Voilà, ce genre de choses-là. C'est aussi là-dessus, sur d'autres types de données aussi, par contre, où le réflexe n'existait pas forcément au niveau papier avant, ou aussi, par contre, la facilité d'accéder à cette information n'était pas forcément là non plus. Donc, collecter des points GPS, les mettre sur une carte, c'était peut-être plus compliqué aussi. Plus compliqué avant. Et on peut relever le fait aussi que des fois, il y a une sécurisation extrême qui se met en place au niveau technique ou technologique pour s'assurer que justement les données des bénéficiaires sont sécures, etc. Et derrière, au niveau humain, le post-it avec tous les mots de passe associés va être sur le frigo, l'endroit où il y a tous les staffs qui se retrouvent le midi pour déjeuner. Donc des fois, on a un peu deux poids, deux mesures, et la composante humaine aussi, la protection des données, est extrêmement importante. Et il faut qu'on arrête aussi de focaliser que sur les aspects techniques, informatiques, sécurisation en tant que telle. Alors, je vous ai dit que c'était la dernière question, mais en fait, pas du tout. Une question plus infrastructure sur la protection des données. Quel est le coût d'avoir un serveur privé, par exemple un serveur Kobo ou autre, et donc a priori sécurisé? Et moi, j'entends du coup, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un serveur privé? Quel logiciel, outil utiliser pour faire remonter de la donnée en sécurité dans des zones n'ayant pas toujours une connexion Internet, comme par exemple au Sahel? Donc, deux questions. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir un serveur privé? Combien ça coûte? Et qu'est-ce qu'on peut utiliser dans les zones où il y a très peu de connexion Internet? Alors, ça va être difficile de répondre simplement. Et puis, l'idée, je pense, c'est pas forcément de balancer des noms d'outils comme ça. Donc, ça, je pense que voilà. Mais donc, oui, il est possible de remonter de l'information de manière sécuritaire dans les zones qui n'ont pas de connexion Internet. La plupart des solutions de collecte mobile de données, par exemple, permettent d'avoir de l'encryption sur
pas la plupart, mais certaines, enfin, c'est possible en hors ligne avoir ces devices encryptés et d'avoir une connexion qui est encryptée, etc., d'avoir un certain niveau de sécurisation, ça c'est tout à fait possible. Voilà, avoir cette partie-là juste au niveau de l'infrastructure étant qu'une étape de la protection des données, enfin, voilà, ça me semble aussi important de rappeler ça, c'est que souvent voilà, on sécurise les logiciels et les systèmes, alors que souvent, enfin, la plupart du temps, la faille est humaine dans ce genre de choses-là, donc attention à garder à ça. Après, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un serveur privé? Ça va dépendre complètement de l'organisation, en fait. Oui, ça peut dans certains contextes, mais ça demande d'avoir des vraies équipes informatiques dédiées qui sont en capacité de suivre derrière, ça demande du coup de faire de l'administration système assez appuyée, etc. Donc voilà, c'est un peu aussi la question finalement de là derrière, est-ce qu'on va installer quelque chose, un logiciel open source chez nous, ou est-ce qu'on va peut-être recourir à une solution, un fournisseur de solutions de la même solution potentiellement qui peut administrer à notre place, ou alors à d'autres fournisseurs de solutions. Mais oui, il y a des choses qui existent. Après, le coût dépend de la quantité de données, de la réponse, enfin, du niveau de disponibilité que vous voulez du serveur, est-ce qu'il faut une astreinte, etc. Enfin, voilà. Donc, il y a énormément de paramètres qui vont entrer en compte. Voilà. Donc, c'est difficile de faire une seule réponse là-dessus. Et de les autres fonctionnalités aussi qui sont souhaitées au-delà de la sécurisation. Je vous pose 2 dernières extrêmement courtes questions et réponses rapides si vous en avez. Sinon, on conclura parce qu'il nous reste 3 minutes en tout. Alors, une question sur le nombre de questions et de données personnelles recueillies. Est-ce que le fait d'avoir numérisé les processus a augmenté le nombre de questions et données personnelles recueillies? Et la réponse est oui, on peut y répondre rapidement, mais oui, le fait d'avoir ces solutions plus facilement multiplie ce type d'approche. C'est sûr que quand on avait du papier qu'on recopiait dans Excel, on diminuait la quantité, c'est sûr et certain. Et merci. Et l'autre question, alors je ne pense pas que vous pourrez faire une réponse aussi courte, quid des solutions propriétaires de type GAFAM, Google, Apple, etc. et de l'utilisation d'outils qui seraient adossés à ces écosystèmes propriétaires, en sachant que ces acteurs peuvent eux-mêmes poser des risques majeurs en termes d'éthique. La personne fait référence au scandale de Cambridge Analytica. Une question ? Je pense que pour moi, c'est plus une réaction, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de positionnement ou très peu d'organisations, d'organisations de solidarité dans nos positionnements vis-à-vis là-dessus, et c'est un problème, parce qu'elles n'en ont pas et parce qu'elles ne se posent pas la question. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ça soit, ma réponse n'est pas qu'il y a forcément des grands méchants et qu'il ne faut pas travailler là-dessus, mais c'est qu'il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de positionnement là-dessus. Si je fais un peu un parallèle, c'est aussi la même chose sur les. Alors, je ne fais pas forcément sur les fournisseurs de solutions, mais même sur les données biométriques. Très peu d'organisations ont décidé de prendre je ne sais plus comment on dit, j'allais dire un mémorandum, c'est pas un mémorandum, mais de plus collecter de données biométriques, même si leur bailleur leur demandait, pendant X temps, tant qu'elles n'étaient pas sûres que la manière dont ces données allaient être gérées. Donc voilà, il y a très peu d'organisations qui prennent des décisions de ce type-là et qui mènent des réflexions, et donc oui, c'est un problème. Merci beaucoup. Alors, je vais vous laisser conclure, en fait. Ça va être votre moment d'autopromotion, parce qu'en plus, on a une question sur existe-t-il des institutions en France qui forment et informent au sujet de la protection des données, mais même au sujet de la culture de la donnée, etc. Je pense que cette question peut être élargie. Du coup, voilà, vous demandez qu'est-ce qui se passe ensuite sur le projet AFD. Est-ce que vous avez des publications à venir? Alors, juste peut-être pour répondre il existe des organisations en France, alors soit spécialisées en protection des données, il y a des fédérations, par exemple, il y a des acteurs privés, il y a des acteurs publics qui peuvent former à ces différentes choses-là. On en fait partie. Peu d'entre eux sont pas forcément spécialisés dans tout ce qui est données, protection des données au sein du secteur de la solidarité internationale. Par contre, vous trouvez au niveau plus large d'autres acteurs qui existent que nous qui peuvent faire ça. Enfin, on a mentionné The Engine Room, mais ouais, il y a d'autres acteurs spécialisés dans le secteur de la solidarité internationale qui travaillent sur les enjeux de données. On peut mentionner des acteurs comme MapAction, HOT, ou ce genre d'organisation aussi. Donc voilà, c'est un écosystème qui reste relativement riche. Ouais, n'hésitez pas si jamais. Il y a déjà pas mal de ressources de disponibles aussi, donc
à garder en tête aussi. Enfin, il ne faut pas non plus réinventer la roue en permanence. Après, pour répondre à ta question, Lisa, sur un peu les suites du projet, parce que là, c'est vrai que c'était juste l'étude initiale. Donc là, c'est un projet qui dure sur encore 2 ans et demi à venir et qui a vraiment pour objectif de répondre à certaines des problématiques qui sont remontées par le biais de à la fois l'enquête, les entretiens et autres, et qui sont résumés dans l'étude. Donc, on a là bientôt une sorte de module ressources humaines en lien avec la gestion de l'information qui va sortir avec des outils dédiés pour aider à la fois au recrutement et à la compréhension des compétences associées pour faciliter justement le développement à petite échelle d'une filière métier un petit peu et au moins de la compréhension des enjeux RH associés. Et dans la foulée, en fait, on a aussi comme objectif de sortir en début d'année prochaine un outil d'auto-évaluation pour les OSC de leur situation en termes de gestion de données. Et on a énormément aussi de livrables plus techniques, que ce soit des comparaisons logicielles, que ce soit des modules de formation, que ce soit des études de cas qui sont envisagées et sur lesquelles on est toujours en recherche de partenaires sur ce projet et de financement. Donc, si c'est un sujet qui vous parle et sur lequel vous voyez des opportunités de collaboration, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je ne sais pas si Edmond, tu veux parler un peu de certains livrables en particulier. Ouais, et je vais devoir conclure puisqu'il est déjà 14 h. Merci beaucoup à tous les deux. Je suis vraiment contente d'avoir pu donner la parole à Carte ONG, à tous les deux, Maeve et Edmond, sur cette étude, puisque je pense qu'elle apporte beaucoup au secteur, qu'on en avait bien besoin. Je vous invite à regarder le site internet de Carte ONG régulièrement, puisqu'en termes de veille, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez retrouver je remercie aussi l'AFD de mon côté, puisque le financement qui permet aussi au groupe ERD de faire ces webinaires, c'est un projet également de structuration du milieu associatif français. Et je vous invite à suivre les actualités du groupe ERD sur notre site internet, sur notre newsletter, pour connaître les prochains webinaires. Et c'est toujours un plaisir de donner la parole aux personnes qui publient des études comme Carte ONG aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à Anna pour sa modération, que j'allais oublier. Et bonne fin de journée à tous. À très vite. Au revoir, au plaisir. Merci à tous de votre présence. Au revoir.